Et bonjour à vous Alexis Corbière, merci d'être avec nous ce matin. On l'a entendu dans nos journaux sur Télématin tout à l'heure, la députée, plutôt la candidate qui était opposée au député Manuel Valls dans l'Essonne à Évry, vient de déposer une plainte. Il y avait déjà eu une plainte pour fraude électorale, il y avait déjà eu un recours au Conseil constitutionnel dont on attend l'arrêt. Ça veut dire que pour vous, Manuel Valls n'a pas été légitimement élu en juin dernier. Moi, ça mérite qu'il y ait des vérifications qui soient faites. Moi, je vais rester prudent dans le sens où, dans la mesure où la justice est saisie, désormais, c'est à elle de travailler. Nous souhaitons que cette élection extrêmement serrée, ça s'est joué à 130 voix, 139 voix, je crois. Il y a des contestations sur des signatures qui semblent entre les deux tours, si je me souviens bien des choses, pas exactement les mêmes, etc. Bon, tout ça mérite d'être vérifié sur un score serré, que chacun comprendra l'enjeu. Farida Amrani est une amie, c'est une femme honnête, dont j'observe parfois qu'il y a beaucoup de choses qui sont racontées un peu pour lui porter préjudice. C'est pas bien. Voilà, on verra. Là-dessus, il y a le Conseil constitutionnel qui doit rendre sa décision. Il y a une autre procédure. On aimerait être sûr que le Conseil constitutionnel rende la bonne décision. C'est quand même de bon droit de saisir la justice. La bonne décision, ça veut dire quoi ? On aimerait être sûr celle qui permettrait une nouvelle élection ? Oui, voilà. Et puis surtout, observer que dans le Conseil constitutionnel, voilà, il y a aussi des personnalités, mais j'ai cru comprendre qu'elles se défaussaient, qui ont travaillé avec Manuel Valls. Il n'est pas impartial, le Conseil constitutionnel. Si, voilà, je vais trop loin de Javid Termer. Vous avez bien raison de me le signaler. Le Conseil constitutionnel va rendre sa décision, mais ça mérite aussi d'avoir une procédure de justice pour vérifier que les choses se passent tel que tout citoyen peut porter contestation. Et puis nous verrons, si nous n'obtenons pas satisfaction, c'est pas grave. Alexis Corbière, ce qui est sûr, c'est qu'entre Jean-Luc Mélenchon et Manuel Valls, c'est la guerre ouverte. Est-ce qu'il a traité l'ancien Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon, de nazi, comme certains témoins l'ont entendu cette semaine à l'Assemblée nationale ? Alors certes, Jean-Luc Mélenchon dément, mais dans son blog, il parle, à propos de Manuel Valls, de sa proximité avec les thèses ethnicistes de l'extrême droite, de l'ignoble Valls. Ça va loin quand même. Oui, enfin, ça va. Monsieur Valls n'était pas le dernier pour faire sa rentrée politique au mois de septembre, de beaucoup cibler la France insoumise avec des mots qui sont quand même extrêmement violents. Il avait quand même dit que nous étions proches de l'islamisme politique, quasiment des terroristes, etc. Donc Jean-Luc Mélenchon n'a pas prononcé ce mot. J'observe en plus que même Manuel Valls lui-même dit qu'il ne l'a pas entendu, mais qu'on lui a rapporté, soit par son assistante parlementaire, soit par un de ses amis députés. Bon, arrêtons tout ça. Je veux dire, revenons à l'essentiel. Nous avons il l'a bien dit. Il l'a écrit, effectivement. Oui, vous l'avez traité de gugus, oui, Monsieur Valls. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça la politique ? C'est-à-dire qu'on dégaine l'insulte dès que l'on n'est pas d'accord avec un adversaire politique ? C'est-à-dire que, est-ce que la politique, quand notre pays est endeuillé par des criminels, que c'est grave, vous avez aujourd'hui un islamisme criminel qu'il faut combattre. Est-ce que, parce que nous avons introduit une discussion vis-à-vis de la loi, sur le projet de loi sur le terrorisme, avec lequel nous pensions qu'il y avait des moyens assez inefficaces qui étaient posés, est-ce que ça doit, d'un seul coup, amener à ce que des gens qui ont été Premier ministre, comme Manuel Valls, nous considéreraient proches de l'islamisme politique ? Tout ça n'est pas sérieux. J'observe qu'aujourd'hui, beaucoup de gens commentent les mots parfois que nous avons utilisés dans la passion de l'échange contre M. Valls, mais étaient beaucoup moins, sourcilleux quand M. Valls utilisait quand même des choses extrêmement informantes. Bon sang, est-ce que quelqu'un qui me regarde considère que j'aurais la moindre complaisance vis-à-vis des assassins ? Non, mais je veux dire franchement... non, Monsieur Corbière, en revanche, ce qu'a relevé hier Manuel Valls, qu'il a signalé hier dans une émission du matin, ce sont les propos d'une députée de votre camp, Danielle Obono, qui a écrit sur son blog, je la cite, qu'elle n'a pas pleuré pour Charlie Hebdo et qu'elle regrettait que l'État, je cite encore, se soit attaqué à Dieudonné et les censurer. Est-ce que vous partagez ce que dit Danielle Obono, la députée de la France Insoumise ? Je ne le partage pas, mais que tout le monde comprenne la chronologie. Elle ne l'a pas écrit depuis qu'elle est députée. C'est des textes anciens. Elle a été élue sur le programme de la France Insoumise, qui est un programme laïque, d'accord ? Et pour ma part, que les choses soient claires, je manifestais évidemment avec l'ensemble des Français en hommage au dessinateur de Charlie. Je connaissais Charb, Cabu. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut quand même ramener les choses à leur juste mesure, qui étaient des gens qui nous avaient soutenus dans des campagnes présidentielles. Je pense notamment à Charb. Et pour ma part, j'ai été un de ceux, avec Jean-Luc Mélenchon, qui avons condamné clairement Dieudonné. Ou ce qu'a écrit Danielle Obono il y a 2 ans, et qu'elle n'a pas démenti depuis. Laissez-lui le temps de la parole, parce que si on parle de mon amie Danielle Obono, parce que je la considère comme une amie, elle est quand même victime d'une campagne sur les réseaux sociaux absolument abjecte. Au-delà, on peut avoir des désaccords avec elle, mais est-ce une raison pour qu'elle soit insultée de manière raciste et xénophobe ? Enfin, de manière abjecte. C'est une femme noire, et elle subit aujourd'hui des choses qui sont intolérables et qui devraient amener à ce que quand même toute une série de gens, peut-être ne partageant pas toutes ces positions, quand même disent que ça suffit. Vous avez encore la une de Minutes. Enfin, je veux dire, on retrouve là un climat qui avait sous Anti-Taubira, où quel que soit ce que disent ces femmes engagées, intellectuelles, noires, qui ont un point de vue effectivement
fort sur certaines positions, elle se voit traitée d'une manière incroyable. Bon, alors, voilà. Alexis Corbière, pardon, mais une autre femme, votre Oui. compagne, Raquel Garrido, fait aujourd'hui l'objet de critiques, notamment mise en cause par le Canard enchaîné sur des cotisations retraite qu'elle n'aurait pas payées. Et elle a décidé de répondre non pas par une interview classique, mais via un réseau social, Snapchat. Pourquoi cette façon de communiquer? On contourne les médias aujourd'hui. Là, c'était un peu un clin d'œil, en l'occurrence, qui avait un petit côté fantasque, mais qui était volontairement en même temps de dire, voilà, aujourd'hui, il y a d'autres moyens de s'exprimer. En l'occurrence, c'était celui d'un, je ne sais pas comment le qualifier, d'un humoriste ou qui s'appelle Monsieur Jérém Star. Mais sur le fond, vous pensez qu'il y a un acharnement contre elle-même et vous aussi, puisqu'on voilà, vous avez dû répondre hier sur une affaire de HLM. Non, mais quand on on est des gens qui avons aujourd'hui une exposition médiatique, j'ai bien compris qu'à la hauteur de l'exposition médiatique, on reçoit parfois certaines critiques. Faut l'accepter, même si c'est blessant. Puis moi, j'ai pas envie d'en commenter plus. Je l'ai dit hier. Restons-en là. Beaucoup d'éléments sont sur la table pour ceux qui s'intéressent à cette affaire. Et puis surtout, moi, je suis là comme porte-parole d'un mouvement, pas pour raconter ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Y compris, vous évoquez ma compagne. C'est une affaire privée. Elle n'a jamais été élue, etc. Jamais touché d'argent de la part du mouvement. Et c'est une avocate. Et voilà. Bon. Pour revenir à l'essentiel, c'est quoi, une forme d'acharnement contre elle-même et vous? Franchement, j'ai plus envie de commenter. C'est pas, chacun jugera, c'est pas grave. Voilà, je ne veux pas privatiser ce moment. C'est mon affaire, j'en pense ce que j'en veux. Évidemment, par moments, c'est blessant, mais c'est pas un problème. Mais pour revenir à votre question, après, il y a des moyens de communication, parce que c'est un peu ça que j'ai envie de relever dans votre question, qui peuvent être aussi intéressants dans le débat politique, où il y a à la fois des médias traditionnels, pardon de vous considérer comme tel. France 2, d'ailleurs, est une belle institution, c'est le service public, et je vous remercie de m'inviter. C'est pas mal de contourner les journalistes parfois et de parler directement via un blog. C'est intéressant, ça donne parfois une certaine... Sans contradicteur. Oui, mais ça dépend parfois. Comme le fait Jean-Luc Mélenchon. Parfois, non, je vous en prie. Il y a parfois, par ailleurs, des contradicteurs. La question n'est pas celle-là. La question, y compris même, on peut reprocher ces moyens alternatifs de s'informer parce qu'ils peuvent prendre des formes violentes. Mais c'est un fait aujourd'hui qui fait que nous, pendant la campagne présidentielle, en même temps qu'une présence sur les plateaux télé, ça valait le coup parfois de développer nos propres chaînes YouTube. Vous avez vu que j'ai des amis qui lancent le média, comme ils disent. Voilà, c'est totalement indépendant, mais j'observe ça avec une certaine bienveillance parce qu'il y a des choses intéressantes, pluralistes d'ailleurs, et qui ne seront pas d'ailleurs un média au service de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez vu que dans leur lancement, ils s'amusaient à ironiser là-dessus. Il nous reste très peu de temps pour parler de la situation sociale. Ouais, c'est plus important. La manifestation du 19 octobre, vous y participerez. Oui. Pour l'instant, qu'est-ce qui va empêcher le gouvernement d'appliquer les ordonnances? La CGT ne lâche rien, mais Emmanuel Macron non plus. La seule chose qui pourrait l'empêcher, à ce stade, vu que le gouvernement va avancer, l'a fait par ordonnance, c'est qu'il y a une réponse de mobilisation sociale telle que ce pays le connaît. Voilà. Plus massive que celle qu'on a connue jusqu'à aujourd'hui. C'est déjà pas mal, mais là, le 19 octobre, c'est prévu, nous y serons, et j'observe après qu'il y a, de la part du gouvernement, après avoir porté un coup sévère contre le Code du travail, beaucoup de propos extrêmement flous sur ce qui était censé être la contrepartie sociale. Donc, ils tapent dur, là, ils sont précis, et ils font beaucoup de com' sur le reste. Je dis aux Français, les amis, mobilisez-vous, c'est grave, hein, la casse du Code du travail, ça nous concerne tous, la flexibilité, les licenciements plus faciles, le plafonnement des indemnités de chômage si vous subissez un licenciement abusif, c'est pas bon pour le pays. Eh bien, ce sera votre dernier mot ce matin. Merci beaucoup, Alexis Corbière. C'est à vous, Laurent. Très bonne journée.